Il fait partie de ces réalisateurs dont le nom à lui seul est un label, Claude Zidi. Il me reçoit dans ses bureaux historiques au cœur de Paris pour une rencontre exceptionnelle. Claude Zidi est évidemment associé au genre comédie et pour cause, de 1971 à 2003, il réalise 25 films avec les plus grands comédiens du cinéma français. Lors de leur sortie, 19 de ces films dépassent le million d'entrées et les nombreux passages en télévision en font de véritables Madeleines de Proust pour toute une génération. Alors qu'est-ce qui explique cet incroyable succès et pourquoi les comédiennes et comédiens se sont bousculés pour faire un Zidi? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Monsieur Claude Zidi. Bonjour. Bonjour. On est chez vous. On est dans votre bureau. Un vieux bureau. Un vieux bureau. Vous êtes un réalisateur français qui travaille depuis les années 70. En tant que metteur en scène, vous avez étudié le cinéma, on va en parler d'ailleurs, mais vous avez fait énormément de films, des films qui ont marqué ma génération, principalement. 25 films, vous avez travaillé avec les plus grands comiques, vous êtes le roi de la comédie, vous étiez le roi de la comédie française. Je crois que sur vos 25 films, on comptabilise presque 80 millions d'entrées, ce qui donne le tournis. On va évoquer votre parcours hors norme, parce que même vous le dites, vous n'étiez pas prédestiné à faire ce métier. En tout cas, vous n'étiez pas prédestiné à faire le métier de metteur en scène. J'aimerais savoir, monsieur Zidi, à quel moment vous vous dites, dans votre enfance, je vais faire du cinéma? C'est pas dans mon enfance. C'est beaucoup plus tard, quand j'habitais rue de Vaugirard. Et bon, j'allais au lycée Henri IV, à pied, et je passais devant une école qui s'appelait l'école technique de cinéma et de photo. Qui est devenue l'école Louis Lumière. Je passais tous les jours devant, et puis un jour, je suis rentré en demandant comment on peut rentrer dans cette école. Il faut passer un examen d'entrée. Donc j'ai passé l'examen, j'ai été reçu. C'est un peu comme ça, quoi. Oui, mais vous auriez pu rentrer dans une autre école. Vous auriez... Mais il y en a... Oui, non, mais j'adorais le cinéma. Donc vous aviez quand même une... Non, je cherchais, vous voyez, c'était après le bac, où aller, université, une école de commerce, etc. Mais il y avait une école de cinéma dans ma rue. J'aimerais aussi d'abord savoir quel était votre rapport au cinéma dans l'enfance. C'est un rapport de spectateur qui ne découvre la réalité des choses qu'à travers les films, finalement. On ne sortait pas de l'endroit où l'on vivait à l'époque. On vivait dans son quartier, Voilà. Et le cinéma, c'était vraiment l'ouverture sur le monde, sur l'imagination, etc. Le cinéma, à ce moment-là, était partout. Il y avait des salles partout. C'était quelque chose qui envahissait la vie. Mais à aucun moment, vous vous êtes dit je vais faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un metteur en scène, si vous voulez. Je ne savais pas du tout comment on faisait un film. Pour moi, d'ailleurs, c'était magique, un film, puisque je ne comprenais pas comment le personnage était là, et puis après, il était ailleurs. Vous voyez, on n'avait pas d'informations aussi. Non, mais vous, dans les rues de Paris, il y avait des tournages qui se passaient. C'est beaucoup plus tard, si vous voulez. Évidemment, à partir d'un certain âge, j'ai commencé à... effectivement, j'étais un peu à l'affût de ce qui se passait dans le cinéma. J'adorais les tournages, vous voyez. Quand je tombais dessus, je pouvais rester des heures à regarder une équipe. Je comprenais rien, mais c'était fascinant, quoi. Le plan que je tourne. J'ai dit tout de suite que c'était un des plans plus pittoresques, plus chorégraphes, plus extraordinaires de mon film. Et le plus difficile, peut-être, parce que après ce plan-là, je ne peux plus tourner. C'est la seule fois que je peux le tourner. Et quand vous intégrez l'école Vaugirard, il y a quelque chose qui naît en vous, il y a quelque chose qui se passe, vous cristallisez une envie de cinéma, de tournage? Écoutez, le cinéma, c'était beaucoup de possibilités. Bon, j'ai choisi une école technique qui formait les assistants opérateurs, caméramans. Ce que vous avez fait pendant très longtemps. Ouais. Voilà, donc j'ai très vite travaillé, à la sortie de l'école, j'ai très vite travaillé comme deuxième assistant, même stagiaire avant, deuxième assistant, et voilà. Et moi, je me voyais lentement progresser vers la direction de photographie. Donc il n'y avait aucune ambition, en fait. Il y avait très peu d'ambition. Non, ambition, non. Enfin, une ambition, c'est pas forcément péjoratif, hein. C'est une ambition artistique. Non, je vivais la situation au fur et à mesure, au jour le jour, au film le film. Tout le monde est prêt? On est prêt. Ça y est. Alors, silence!
C'est une période dans le cinéma français qui est absolument incroyable. On est dans les années 50, il y a énormément de gens. Vous travaillez avec Agnès Varda, vous travaillez avec Mocky, vous travaillez avec beaucoup de gens. Oui, bon... Mais vous faites votre métier. Je fais mon métier, je suis derrière la caméra, je charge les magasins, voilà, c'est... Et puis je vois quand même, il y a un plateau, il y a une ambiance, et puis il y a un metteur en scène, on le voit un peu travailler, on voit un peu comment on s'imprègne un peu, plus ou moins consciemment, d'un métier aussi, d'un autre métier, que je n'imagine pas encore. Action! C'est incroyable, j'ai vraiment du mal à croire que vous ne vous imaginiez pas en tant que metteur en scène à ce moment-là. Non, d'ailleurs, si je l'avais imaginé, j'aurais essayé de tourner un court-métrage, j'aurais essayé de me serais acheté une petite caméra, j'aurais essayé de faire des choses, comme beaucoup de metteurs en scène l'ont fait, si vous voulez. Je disais Lelouch, par exemple. Bon, on lui a offert une caméra, et il avait 15 ans. Il n'a pas arrêté de tourner avec. Mais le Louche que j'ai rencontré, avec qui on a fait le même exercice, avait une vista. Comme Mocky, par exemple. C'est des gens qui avaient une vista de leur métier, qui voyaient, qui se projetaient en fait dans un avenir. On a l'impression, avec vous, que les choses se sont articulées. Complètement. Un peu malgré vous. Vous faites une rencontre déterminante qui est la rencontre avec Chabrol, avec qui vous faites 10 films. Oui. C'est déterminant quand même ce moment-là. Non, je dirais pas ça. Alors, c'est déterminant, c'est important, mais la rencontre déterminante, finalement, c'est Philippe Clair. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est déterminant, puisque... Ou Michel Ardant. Et Michel Ardant, oui. C'est producteur, metteur en scène. Ça me permet d'être je suis chef opérateur, caméraman, mais il me demande de travailler sur son scénario. Donc je deviens gagman, je deviens co-scénariste même de La Grande Java. L'argent! Pardon, vous dites? Répétez. Il veut qu'on répète. Le pognon, le fric, L'argent, l'oseille, le Grisby. Là, je rencontre les Charlots sur le tournage. On sympathise. Et ils me demandent pour leur film suivant. Alors, pour resituer Philippe Clair, c'est un metteur en scène, on peut oublier aujourd'hui, il est mort il y a quelques années, qui a découvert Aldo Macione, qui faisait énormément ces comédies qui étaient très en vogue à l'époque. C'était Plus beau que moi tu meurs. Où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Voilà, c'est ça. C'est Grand Java. Voilà, mais c'était des films qui avaient un box-office absolument incroyable à l'époque. La Grande Java a fait 3 millions d'entrées. Mais... c'est là où vous rencontrez les Charlots. C'est là où je rencontre les Charlots. Alors, il faut... Donc, vous voyez, c'est là où c'est les Charlots qui proposent à Ardant, qui me proposent comme metteur en scène. C'est l'insu de mon plein gré. Hein. Oui, mais vous accueillez ça comment, monsieur Zidi? Comment vous accueillez cette proposition un peu farfelue de mettre en scène les Charlots? Bah, écoutez, j'étais déjà sur le plateau des Charlots. Directeur de la photographie, c'est moi qui ai passé la caméra. Souvent, même, je leur donnais des petits conseils comme ça. Donc, je faisais un peu une petite co-mise en scène. Allez, on saute! Allez, petit, Vous êtes vraiment dans une dichotomie qui est assez incroyable. C'est que d'un côté, vous faites un film de Philippe Clair, et de l'autre, vous faites un film de Michel Drague qui va à Cannes. rentre. Sauve-toi vite. Ne reste pas là, rentre. Sauve-toi, je t'en supplie. Non! Arrête! Non, je vous en supplie. Non! Là, on est vraiment dans le cinéma d'auteur en plein, et de l'autre côté, on est vraiment dans les Charlots, resituer les Charlots de l'époque. Non, mais je suis d'accord, mais un directeur de la photographie, bon, un metteur en scène l'appelle, et s'il est libre, il dit oui, bon, sauf si... Enfin, moi, je disais oui. Hein. Revenir aux Charlots, en fait, c'est l'entente avec eux qui vous permettent de faire votre premier film, Les Bidas en folie. Ouais. Alors, ce film, le revoir aujourd'hui est assez incongru, parce que on se rend pas... Non, mais ce qui est incongru, monsieur Zidi, c'est que ce film fait 8 millions d'entrées, je crois. Les Charlots, à l'époque, sont des stars absolument... Enfin, c'est vraiment incroyable. Ils ont un impact, ils font beaucoup de musique, etc. Mais aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, des Charlots. Alors que De Funès est complètement pérenne aujourd'hui. Oui. Comment vous expliquez ça? Moi, je me suis appuyé sur eux
sur le rythme à eux. Je les ai vus sur scène aussi. Sur scène, ils faisaient déjà un peu n'importe quoi. 1m50. Enlevez votre casque. 66. Très bien, 10 sur 10. Donc j'ai essayé de tirer au maximum de ça, de leur jeunesse, de leur fantaisie, de leur sourire, leur façon de vivre, de leur plaisir d'être devant la caméra. Quel souvenir vous gardez de cette époque avec les Charlots? Parce que vous avez fait 4 films avec eux. Il y en a un que j'aime particulièrement et que j'ai revu, c'est Le Grand Bazar. Parce qu'il y a quelque chose qui... On sent ce côté pied nickelé et l'histoire, en fait, de ces garnements qui luttent contre cette espèce de mondialisation un peu... Oh, ils aident, ouais. Plutôt. Non, ils tombent... Ils adorent le bistrotier. Galabru, Michel Galabru, oui. Voilà. Ils veulent lui donner un coup de main comme ça, ouais, à leur façon. Ministère des Finances, dernier avertissement. La suite. Trésorerie principale, dernier avis avant poursuite. Ensuite. Allocation familiale. La suite. Caisse de retraite. En fait, c'est la truculence des pieds nickelés, donc des Charlots, la truculence aussi de vos rôles secondaires, qu'on va énormément revoir. Coluche fait une de ses premières apparitions dans le Grand Bazar, non? Oui, oui, oui. La cuisine, entièrement équipée. Et même le vide ordure automatique, c'est très pratique. Mettez ça dedans. Enfin, vous mettez la poubelle là et ça tombe automatiquement dedans. Astucieux, hein? Alors, comment vous rencontrez Coluche? Coluche, je le rencontre... Vous savez, le bruit dans Paris courait qu'il y avait un comédien qu'il fallait aller voir. Et je vais le voir au TTX. C'est un théâtre qui se trouve sous l'Olympia. Je crois qu'il avait monté une pièce qui s'appelait Thérèse est triste. Ouais. Et il n'y avait pas grand monde dans la salle. Il y avait une petite troupe, ils étaient une demi-douzaine, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé lui formidable. Voilà, donc je lui ai proposé 2 jours de tournage avec les Charlots. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Coluche. Ouais, il fait ce père de famille qui visite cet appartement ou qui se déglingue dans cet immeuble. Oui, complètement surréaliste. Bon, vous allez le retrouver, Coluche, pour Banzai et pour Inspecteur la bavure, plus tard, quand il est au pic de sa carrière. Michel! T'es recalé! Oui, non. Mais t'es recalé ou t'es reçu? Regarde, j'ai tout, ça y est. Regarde, maman. Regarde, j'ai tout. Regarde, maman. Par rapport aux Charlots, à un moment donné, bon, les Charlots, c'est devenu une marque, ils ont fait énormément de films. Vous vous êtes dit, bon, maintenant, ça suffit, j'arrête. Ou est-ce que c'est les circonstances qu'on fait? Parce que... C'est les circonstances. Mon agent me dit, tiens, il y a Pierre Richard qui aimerait tourner avec toi. Et je ressors un vieux scénar que j'avais dans mes tablettes. Et c'était l'histoire d'un paparazzi et d'une star. Et j'avais pensé à l'époque à Belmondo-Bardot. Je trouve que ça aurait été un couple chic, formidable. Et donc j'avais écrit une histoire qui était basée sur un pitch qui est que la vedette qui est tellement emmerdée par ce paparazzi, elle imagine de dire à tout le monde que c'est son nouvel amour. Ouais. Donc c'est le paparazzi qui devient une vedette, qui est poursuivi par ses copains. Puis j'avais laissé ça dans un tiroir, et quand on parle de Pierre Richard, je vais ressortir ça, et j'ai adapté le personnage. Dans ce que vous dites, dans ce que j'ai pu lire de vous, c'est que vous vous dites toujours, ce qui m'intéresse, ce sont les personnages. Pierre Richard est quelqu'un de très, très singulier. J'ai eu la chance de tourner justement avec des acteurs qui avaient ça. Quand j'ai pensé aux Ripoux, quand j'ai écrit Les Ripoux, on cherchait un comédien et on a trouvé Noiret. Mais vous avez pensé à d'autres personnes avant Noiret ou pas? Non. Non, quand on a pensé à Noiret, quasiment, on a développé le scénario autrement. Alors, on est complet.
C'est vrai, monsieur le commissaire. Inspecteur. Eh ben, on va vérifier tout ça. Parce que ça, c'est un coup de génie, Noiret là-dedans. Il est superbe. Mais porté aussi par les dialogues de Kaminka. Extraordinaire, très bon dialogue. Et alors, le mélange des deux... Oui, oui. Bon, il y a ce que vous faites aussi. On va reparler des Ripoux, parce que c'est un peu plus tard. En fait, j'aimerais remonter un petit peu le... C'est pour dire que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des grands comédiens. Oui. Des comédiens superbes, quoi. Qui rentraient dans... qui prenaient le personnage et qui l'adaptaient à leur personnalité, quoi. Oui, mais vous êtes porté aussi par le vent du succès à ce moment-là. C'est-à-dire que tous vos films font... Le vent du succès, ceci. Non, mais très franchement, monsieur Zini... Je sais pas si le public est sensible au vent du succès. Bien sûr, vous faites des millions d'entrées. Oui, mais le public, il va voir le film qu'il a envie de voir. Il va pas le voir un film de Claude Zidi. Mais ça, c'est votre modestie. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point... Je pense que votre nom est devenu une marque dans la comédie française. Oui, mais à l'insu de mon plein gré. Non, par exemple, j'ai cité un exemple sur l'aile ou la cuisse. Normalement, je vais avoir mon nom au-dessus du titre avec les noms des deux comédiens en dessous. Ouais. Bon, c'était prévu dans le contrat. Et j'ai demandé au distributeur de descendre mon nom en bas, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de présenter un film avec De Funès, Coluche. Voilà. Il y avait leur visage, il y avait leur nom, et c'était ça. Pour moi, le public, c'est... Il va voir De Funès, Coluche dans l'aile ou la cuisse. Mais ça vous honore... Film de Claude Zidi, je ne suis pas sûr que ça soit... Non, mais vous êtes quand même dans le top 3. Il y a Henri Verneuil, Une Belle, et vous, quoi, dans le top 3 des millions d'entrées France. Tant mieux. Tant mieux. Non, mais je ne suis pas mécontent de ce qui m'est arrivé. Bon, tous les produits sont là. Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais commencer. Alors, pour l'inspiration... musique. La rencontre avec De Funès. De Funès était un génie tyrannique. Est-ce que vous avez appréhendé cette rencontre? Moi, j'ai rencontré d'abord avant. Si vous voulez, on a parlé, etc. J'étais chez lui. Ça s'est toujours très bien passé. J'avais un très bon contact avec lui et ça continuait sur le tournage. Alors, courez aux délices de l'océan. Ah, risquez! Oh! Si vous courez comme ça tout le temps, vous serez réussi à l'Académie française en petit slip. Je ne bouge plus. Comment vous expliquez qu'avec vous, ça se soit si bien passé? Ou avec Jean Giraud, par exemple? J'ai l'impression que c'était des collaborations très très fortes. Une question de caractère, je crois. Parce qu'avec Molinaro, par exemple, c'était beaucoup plus compliqué. Avec Molinaro, c'était beaucoup plus compliqué. Oui, mais je ne sais pas Molinaro. Molinaro n'est pas Zidi, si vous voulez. Molinaro, c'était... Bon, ça, moi, je suis un peu plus souple, sans doute. Puis, voilà, j'aime bien les comédiens, j'aime bien les voir jouer. Souvent, je dirige pas d'une façon intense le comédien, surtout. De Funès, il a le scénario, il fait une prise, et puis il fait 2 prises, 3 prises, 4 prises, et puis il arrive exactement là où il veut. Ça prend, il s'échauffe, voilà. Parce que quand vous dirigez, par exemple, De Funès et Coluche, qui sont des comiques, mais qui sont à des milliers d'années-lumière, comment on fait pour les mettre dans le même plan et faire en sorte que la mayonnaise prend? Mais écoutez, on les met dans le même plan, puis on voit ce qui se passe. Et en général, ça s'est bien passé. Ils ont joué la situation, ils ont joué les personnages, avec leur façon de jouer. Voilà, et ça s'est vraiment très, très bien passé. Richelieu-Matignon. 3 étoiles. Tu goûteras toutes les spécialités, crédit illimité. Ah bon? Mais moi, j'avais prévu... Ah non, ce soir, tu oublies tous tes petits restaurants de banlieue, hein, voilà. Tu vas te régaler, puis tu vas aller te changer tout ça, là. Le costume. Est-ce que vous auriez préféré avoir De Funès avec Pierre Richard ou avec Coluche, finalement? Parce qu'au départ, c'était Pierre Richard. Oui, au départ, c'était Pierre Richard, et puis il n'a pas aimé le scénario, il a dit non, bon. Donc, effectivement, passer de Pierre Richard à Coluche. Mais moi, j'aimais bien Coluche, donc je me dis, tiens, il peut, contrairement au distributeur qui pensait qu'il n'avait aucune carrière cinématographique possible, vous voyez. Donc ça a été quand même, il a fallu se battre pour l'imposer. Moi, je pensais que c'était un grand comédien. Bah, vous n'êtes pas trompé, hein. Voilà. Donc un grand comédien. En général, ça fonctionne. Toi, sors ta voiture et attends-moi dehors. Mais alors... Non, il n'y a pas de mais. Oui, papa. Je me change. Ah. Et comment ils s'entendaient? Comment ils étaient tous les deux? Comment ça marchait entre eux? Coluche a été Coluche, avec tout ce que ça comporte. Ouais.
avec De Funès, qui lui racontait des histoires salaces. Et De Funès se marrait. J'ai envie de faire rire personne, j'ai pas envie de rire moi-même. Voilà. Alors, continue à faire rire ça. Allez hop, adieu, voilà. À l'époque, De Funès, à ce moment-là, était quand même, il avait des problèmes de santé, il avait fait un infarctus, il était suivi. Je pense que vous aviez par les médecins, il fallait absolument tourner en autant de semaines et ne pas dépasser. Moi, j'avais signé pour 6 semaines de tournage. En 6 semaines de tournage, j'avais le rôle de Coluche, de Funès. Voilà, je pouvais faire le film. Bien, on a tourné 12 semaines avec De Funès. Tout le monde a un peu menti pour que le film se fasse. Very, very, very good, marvelous, wonderful. But very, very nouveau, hein. Je n'ai pas parlé de votre rencontre avec Belmondo sur l'animal. Moteur. Progrès, 53 première. Mike, vas-y. N'oublie pas, on t'a dit au ras de la caméra, pas sur la caméra. Occupe-toi de ta mitraillette et moi du volant, s'il te plaît. Mais freine! Merde, mes freins. Qu'est-ce qui s'est passé avec Belmondo? Pourquoi est-ce que Belmondo vient vous chercher? C'est mon agent qui me dit Jean-Paul aimerait bien tourner avec toi. Pourquoi pas? Et du coup, je suis parti de l'idée de cascadeur, mais qui rate tout. Enfin, qui n'est pas le meilleur. Parce qu'il y avait dans le cinéma un cascadeur, je me souviens plus de son nom. On le prenait quand tous les autres ne voulaient pas faire la cascade. Lui, il la faisait. Il se cassait quelque chose, mais il la faisait. Voilà. Donc je me suis inspiré un peu de ce personnage. Et j'ai pensé, je me suis dit, Babel, c'est trop beau. Voilà, c'est parti comme ça. Je peux dire, c'est même pas une cascade. J'ai l'impression de voler le pognon. Mobiliser un type de ma classe pour ça. Alors de nouveau, avec Bébel, vous ne le dirigez pas. Il est en roue libre complète, là. Quand il fait l'acteur, quand il fait la grande folle et tout ça... Il fait comme il le C'est sent. ça. Je ne vais pas lui montrer comment on fait la grande folle. Non, mais... Et en plus, ça, c'est le genre de choses, vraiment, il faut qu'il le fasse avec beaucoup de plaisir. Mais on voit qu'il s'éclate. Oui. Sauf peut-être la scène de l'escalier. Il s'est éclaté la cheville. Ouais. Parce que cette scène, c'est quand même un sacré morceau. Ouais. En plus, c'est un peu de ma faute si... Motard! Il avait fait 6 prises, il avait déboulé déjà 5-6 fois. Et je lui ai demandé, écoute, tu peux m'en faire une dernière, mais au milieu de l'escalier, tu essayes de rebondir et de... Hop, tu vois. Il a sauté, et en retombant, d'ailleurs, il y a une photo que je dois avoir dans mon téléphone, où on voit quasiment la cheville qui part sur la gauche. Il s'est fait très mal. Mais il est remonté. Une piqûre, un produit. Ouais. Il est remonté, il en a fait une dernière. Oh, je peux la refaire? Oui, bien sûr. Allez, monte l'escalier. Vite, vite. Bon, alors, il y arrive, Théo. Ah, tu es prêt là-haut? Attention, Mike, hein? Attention. Vous êtes un homme de plateau. Les gens aimaient travailler avec vous. Et tous les gens qui ont travaillé avec vous, visiblement... C'était un bon plateau. Ouais. Ah oui. C'est comme les plateaux de Chabrol, oui. C'est ça. Comme j'ai fait 10 films avec Chabrol, j'ai dû récupérer son ambiance. Oui, cette espèce de bonhomie. Voilà. Rigoureuse, quoi. Oui, un peu rigoureuse, mais bon... mais sans hurlement, quoi. Ah, ils sont encore là, ces deux-là. Est-ce que vous allez me ficher le camp tout de suite? Je ne veux pas vous avoir demain matin 10 heures, c'est compris? C'est que ça. J'aimerais savoir comment se passe l'écriture d'un scénario de Claude Zidi. Donc, c'est généralement avec Michel Fabre ou Didier Kaminckak au dialogue. Comment ça se passe? Ça se passe beaucoup dans les restaurants. Non, c'est vrai. C'est Chabrol encore. Rue Marbeuf, je connais les restaurants par cœur. C'est des déjeuners de travail, si vous voulez, où on parle de choses et d'autres, et puis à un moment, on commence à parler du scénario, de ce qu'on avait trouvé la veille. En général, on en élimine 90%.
Mais on en garde un peu quand même. Puis on avance comme ça. Et puis on arrive à un synopsis, au bout d'un certain temps, un synopsis de 30 pages, et puis que je reprenais, à ce moment-là que je développais. Je le donnais à Didier Camaka, où je revoyais aussi avec Simon, etc. Et je le donnais à... alors il y avait des dialogues indicatifs souvent, des dialogues que je... Et Didier reprenait ça et fournissait les dialogues définitifs, avec son immense talent. Ne bougez pas, j'appelle la police. Mais je suis pas un cambrioleur. Vous êtes quoi, un journaliste? Non, je suis professeur de mathématiques au collège Bernadette. Et mon père est député et maire chirurgien. Alors c'est à cause de Patrick tout ça, parce qu'il est parti avec mes copies de bac. Alors mon père, lui, il est parti avec le vôtre, le rien. Et alors moi, je suis resté avec le discours. J'ai rien compris. Il y a presque un côté Tex Avery dans vos premiers films. Mmh. Il y a une volonté de rythme insoutenable, enfin insoutenable, qui est très soutenue, pardon, très soutenue. Et peu à peu, vous allez vers une écriture et une caractérisation qui, à mon avis, trouve son point culminant avec Les Ripoux. Oui, c'est possible, oui, oui. Nous avons déjà procédé à 3247 arrestations, soit 11% de plus que l'année dernière, à la même date. Ce qui veut dire que si nous ne voulons pas passer pour l'arrondissement de Paris, où la petite délinquance a le plus progressé, il nous est gentiment demandé de différer à l'année prochaine l'arrestation des petits délinquants. C'est vrai qu'avec les Charlots, c'était surtout gag sur gag. Ouais. Il y avait quand même une petite situation, un prétexte, si vous voulez. Mais c'était ce qui vous passe par la tête, quoi. Donc on trouvait la situation pour le gag. Ils improvisent le jeu, ils improvisent leur jeu, oui. Ils trouvent leur façon de faire, de se déplacer, etc. Mais autrement, si vous voulez tourner un film en 5-6 semaines, et qui n'est pas basé sur le dialogue, qui est basé sur sur le visuel. Sur le visuel. On est presque dans le cinéma muet, en fait. Vous ne pouvez pas improviser le visuel, il faut l'organiser avant. Ça a dû vous apprendre beaucoup, ça, sur la grammaire cinématographique. Alors la grammaire cinématographique, je ne sais pas très bien ce que je connais pas. Non, mais c'est un langage, monsieur Zidi, vous êtes... Oui, je sais. C'est un langage. Mais je ne l'ai pas précisé pour moi, si vous voulez. Non, mais je m'adapte au fur et à mesure, je n'ai pas de storyboard. Je regarde les acteurs jouer la scène et je me dis, tiens, je vais la filmer comme ça, comme ça, comme ça. J'arrive pas avec une construction de plan. Donc il n'y a pas de storyboard préalable? Non. Même pour les scènes d'action? Non. Sauf pour les trucages. Dans Astérix, par exemple. Ah oui, là c'est une autre époque, c'est les CGI. Ouais. Les trucages numériques, il faut leur donner exactement le début, la fin du plan. La critique ne vous a jamais... La grande critique, ne vous a jamais porté au nu. Est-ce que vous avez souffert de ça? Non, parce que je lisais que les bonnes. Donc je lisais très peu de critiques. Pourquoi? Parce que vous aviez le public avec vous? Oui, et puis c'est une mauvaise critique, ça sert pas à grand-chose, en général, pour le metteur en scène, si vous voulez. Ça sert pour le public. Quand moi je lis des mauvaises critiques d'un film, bon, j'en lis une deuxième, une troisième, une quatrième, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment aller voir ce film, vous voyez? Quand je lis une très bonne critique, je me dis, tiens, peut-être, il faut aller voir ce film. Ça, c'est pour... Les critiques ne sont pas faites pour les metteurs en scène. Non, mais les critiques, on est toujours faites pour le public. Oui, mais on est curieux des critiques. J'imagine que... Si on a envie d'être malheureux, oui. Et vous les avez pas lus? Non. À tel point même que, quand mon film sortait, je partais à l'étranger. Ah bon? Oui, oui. J'ai fait des tas de voyages comme ça. Pourquoi? Parce que vous étiez anxieux Ah, d'une anxiété totale. Mais pas par rapport aux critiques, si vous voulez. Par rapport au box-office? Oui, la sortie, quoi, le phénomène de la sortie d'un film. Parce qu'en promo, on vous a rarement vu. C'était chaque fois... Non, j'étais pas là. J'étais en Écosse, j'étais au Sahara, j'étais à la Guadeloupe, en Martinique, en Thaïlande, mais j'étais pas à Paris. Police, bouge pas! Bouge pas! Va chercher les menottes dans la bagnole. Vous les avez pas sur vous? Ça déforme les poches. Allez, grouille, merde!
Je croyais t'avoir dit de te faire oublier, toi. La prochaine fois, je te coffre. Allez, dégage. Non, pas en haut! Dans Les Ripoux, vous arrivez à concilier les deux, public et critique. Mais il est où, le type? Je l'ai laissé filer. Qu'est-ce qui fait, vous pensez, que le film prend cette ampleur-là? Le film est devenu un classique, vous avez fait 2 suites, il a failli être adapté en série télé. Parce que moi, par rapport à ce que vous disiez, donc filmer des personnages portés par des grands acteurs, dans Les Ripoux, j'ai revu le film est vraiment incroyable. Il a une modernité encore aujourd'hui. Nous arrivons dans le dernier tournoi avec Macha Di Meryl qui va bientôt être attaqué par Marambas, le 17 qui attaque Macha Di Meryl, le 13. Lutte terrible et sur le poteau premier, Maramba, le 17, deuxième, Macha Di Meryl, le 13, troisième. Le fait de penser à Noiret nous a beaucoup aidé pour le personnage de Noiret. Je savais par la presse que Noiret adorait faire du cheval. Il avait un manège d'ailleurs. Ouais. Il avait des chevaux dans le sud. Donc on a imaginé un univers, un personnage autour de cet univers un peu. Un flic, mais qui adore jouer aux courses. Donc ça a donné quand même beaucoup d'humanité au personnage. Ouais. C'est un costard qui est taillé pour Philippe Noiret. C'est lui qui a écrit une partie du scénario, sans le savoir, finalement. Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail. Et qu'est-ce que c'est notre travail? C'est assurer la sécurité de nos concitoyens. Arrêter les délinquants. Vous savez très bien, d'ailleurs. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah bah dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'1 mètre. Interdit. Article R 38.7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit. Article G 92. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire. Au youf! Et les 2 mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Comment vous allez chercher Thierry Lhermitte? Pourquoi? Parce qu'il est en opposition à Noiret, finalement, quelque part. D'ailleurs, il me fallait un acteur avec les yeux bleus, qui représente quelque chose de l'honnêteté, le désir de bien faire, etc. L'ambition. Voilà, l'ambition, voilà, par rapport à Noiret, qui lui, oubliait tout ça, quoi. Vous vous permettez quelque chose d'être plus dans une sorte de gravité... le personnage, comique, hein. Le personnage de René, oui, il a perdu sa femme d'un cancer, du crabe. Il vit avec une prostituée, qui est en fin de carrière, etc. Il n'a pas le droit en plus de le faire, hein, parce qu'il est flic, c'est interdit, évidemment. Et il joue aux courses, puis il aime bien boire, manger. Bidouiller. Voilà, bidouiller, gratter un peu d'argent, parce que s'il gratouille de l'argent à gauche, à droite comme ça, c'est pour aller jouer aux courses. Il n'a pas une ambition démesurée. Ah non, mais c'est ce qui fait... C'est un tout petit ripou. Oui, mais c'est ce qui fait toute son humanité, je trouve. Oui. C'est que c'est un gagne petit. Voilà, mais j'aime bien. Oui, c'est un gagne petit. J'aime bien, j'ai jamais fait de film avec des héros, finalement. Qu'est-ce que tu dirais de tenir un commerce? Un petit resto-tabac, PMU, bien situé. Des personnages comme Noiret, comme Galabru, comme Guillaumard amenaient avec eux quelque chose de très, très, très singulier. Ils amenaient leur musique. C'est ça. Alors, est-ce qu'on laisse la musique s'installer ou pas? Moi, je la laissais. C'est pour ça qu'ils adoraient travailler avec vous. Ah, ils aimaient bien, oui. En plus, j'étais très bon public. Je me marrais, j'étais à côté de la caméra et je me marrais vraiment. C'est ça. Je n'étais pas sur les camps de contrôle, vous voyez, j'étais à côté de la caméra. On a presque l'impression que vous faisiez des films pour vous, en fait. Pour vous marrer. Un peu, oui. Ah oui. Une grande nostalgie du cinéma du samedi soir. Ouais. Il va me manquer. Avant de parler un peu de la totale, j'aimerais parler des Rois du gag. C'est vraiment un film que j'ai dû voir beaucoup de fois quand j'étais enfant. Oui, qui est là? C'est les Rois du gag. Pardon, qui? Paul Martin, François Leroux, on a rendez-vous. Entrez. Je trouve le film très très jouissif en fait. Et le film il est peu connu. Hein.
Il n'a pas plu. Dès que j'ai un peu de pognon, d'abord j'achète des draps en satin et ensuite une baraque comme ça. Bienvenue au club. Vu les entrées, paf, paf, paf. On a bien démarré, puis ça s'est écroulé. Monsieur Gaëtan souhaiterait vous engager pour son show Les Marrons Chauds. Oui, ben, on n'est pas vraiment débordé. C'est-à-dire qu'on a pas mal de projets, mais on va voir si on peut vous caser parmi d'autres trucs qu'on a. C'est un peu un film expérimental, finalement, quelque part. On a essayé des trucs. Je sais pas si le public a suivi, là. On est des artistes, des futurs stars, on a le droit à l'erreur. Tu parles, t'es un raté, oui, un crève-la-faim. On n'a plus un sou, tout ce qui nous reste maintenant, c'est du fromage blanc. Oh merde. Ah bah oui. Oh là 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 là. Non. En même temps, c'est presque un numéro de cabaret. Michel Serrault fait plusieurs personnages. Donc, il fait cette espèce de comique, ce roi de la télévision, de grand comique aimé par tout le monde, très populaire, qui a un problème à la maison, c'est que sa femme, Masha Merrill, aimerait qu'il fasse des grands films. Avant, quand nous nous sommes connus, vous jouiez des petits rôles insignifiants, des petites choses, mais avec de grands metteurs en scène. Vous aviez de l'ambition, rappelez-vous. Vous avez même écrit un mot à Bergman quand il préparait Les Fraises sauvages. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Arrêtez de faire le con, Gaëtan. Il a dû beaucoup s'amuser, Michel Serrault, en faisant ce film. Quel a été le rapport que vous aviez avec Michel Serrault? Excellent. Il voulait refaire un film avec moi. Non, c'est très bien entendu. Pourtant, il n'est pas toujours... il balance bien. Merde, bordel! Putain de connerie, mais bordel à queue! T'as les yeux en trou de pine! Enculé! Piscrotte, cacapoudin! Mais Gaëtan! Mais c'est un sketch! Enfin, vous n'allez pas dire tous ces gros mots à la télévision? Il y a les enfants qui regardent votre émission. Mais justement, ma chère Mime, mais c'est un sketch écrit uniquement avec des mots d'enfant. Il a toujours été comme ça, Serrault. Il dit des choses très sérieusement, mais il ne les pense pas. Parce que c'était une immense vedette à l'époque. Il avait fait la Cage aux folles. C'était vraiment une immense vedette, quoi. Oui. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Malgré l'échec. Oui, enfin, un échec relatif. Je pense que les passages en télévision... Non, mais je parle sur la sortie. Oui. Enfin, il a fait 3 millions d'entrées, quelque chose comme ça. Évidemment. Monsieur Zidi, 3 millions d'entrées, c'est un échec. Non, mais oui, c'est un échec parce que il fait 1,5 million la première semaine, 700 000 la deuxième, 300 000 la quatrième. Oui, le bouche à oreille était pas... Donc vous dites c'est un échec par rapport au public. Prenez, viens me chercher, appelez-vous un taxi. Non, on a la voiture, mais... Paul, vas-y, dis-lui. Oui, voilà, on n'a plus d'essence, on aimerait bien avoir une petite avance. Voilà. Pourquoi vous êtes en retard? C'est drôle comme ça, mais comme réplique. On voudrait avoir une petite avance, pourquoi vous êtes en retard? Notez-le, hein. C'est terrible, ça, alors. C'est moi qui trouve les idées et c'est vous qui êtes payé. Alors, on va rebondir sur un autre de vos grands succès, Monsieur Zidi, qui est La Totale. Alors, l'histoire de La Totale est complètement folle. J'aimerais savoir comment est venue l'idée de La Totale, à quel moment. Timon Michael, qui est un ancien flic, il me dit j'ai une invitation à un salon qui s'appelle le salon, ça s'appelait Millipol à l'époque. C'était au Bourget, c'est un salon de l'armement, des systèmes de protection, de détection, etc., qui est réservé à une certaine clientèle. Ce qui m'a impressionné, c'est que les gens qui visitaient ce salon étaient des gens comme vous et moi, mais qui sont sans doute dans les services secrets, etc., etc. C'est parti de là. Et vous êtes dit, c'est bon, j'ai un sujet. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans les services secrets, mais on croit qu'il est quelqu'un d'autre. Un camion explose sur un parking en Italie. C'est fou. Vous avez reconnu ma signature. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce camion? Même avoué sur l'oreiller, j'ai pas le droit de le dire. Mais vous savez que vous pouvez avoir une totale confiance en moi. C'est marrant que vous me disiez ça. Parce que c'est en sachant qu'une femme pensait à moi que j'ai sauté avec 3 de mes hommes sur l'objectif. Oh. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous imaginiez que James Cameron et Arnold Schwarzenegger veulent en faire un remake? Non, évidemment, on peut pas... C'est complètement insensé. Non, mais à Hollywood, il se tient tous les ans un American Film Market, un marché du film. Marché du film. Et moi, j'ai été là-bas avec on a fait un doublage en anglais. Et cette version a circulé. Elle est tombée, je ne sais pas comment, dans les mains du gendre de Schwarzenegger, qui savait que Cameron et lui cherchaient un sujet pour un film.
Puis-je voir votre invitation, s'il vous plaît? Bien sûr. Voici mon invitation. Alors, est-ce que c'est vrai que vous avez laissé les droits de la totale pour $1 symbolique? Il est symbolique parce qu'ils ne m'ont pas payé. Ah. J'aurais pu arrêter le tournage. Mais contre un intéressement au bénéfice. Et un pourcentage sur les recettes, sur certaines recettes brutes. Ouais. Vous n'avez pas perdu votre temps hein, sur ce coup-là, je crois. Non, c'est bien passé. C'est ça le problème avec les terroristes. Ils n'ont aucun égard pour les horaires des autres. Vous pouvez pousser le bouton du dernier étage, s'il vous plaît. Ce qui peut caractériser votre travail sur toutes ces années, Monsieur Zidis, c'est vraiment un désir complet de liberté. On a l'impression que vous avez fait exactement les films que vous vouliez faire. Oui. Et on a l'impression que c'était facile de... Bon, j'imagine que le succès aide. Ça l'a été pour moi. Mais en plus, j'ai eu la chance de faire mon premier film en 71. Ouais. C'était après mai 68. Ouais. C'était une époque de grande liberté. Et en même temps, il y a des servitudes. Moi, j'ai toujours tenu, et ça, Chabrol était un exemple, à faire les films dans le temps prévu, dans le délai prévu de tournage, et dans le budget aussi. Fechner et Claude Claude Berry ont été très très importants, des producteurs très importants pour vous. Il se trouve qu'au début des années 2000, ce vieux fantasme, cette marotte d'Astérix et Obélix qu'on voulait absolument mettre au cinéma, faire au cinéma, mais en live, voit le jour. C'est Claude Berry qui produit le film et il vous en propose la réalisation. Obélix! Obélix! C'est bien toi, le vrai, l'unique! Ah bah oui. Oui, bien sûr que je suis moi, pourquoi? Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné de cet immense projet qui était à l'époque le plus cher du cinéma français, avec des effets spéciaux digitaux balbutiants? Est-ce que vous avez eu peur d'appréhender ce tournage? J'ai beaucoup moins peur que le producteur. Non, j'ai pas eu peur. Non, à aucun moment, d'ailleurs, non, j'ai été comme ça. Mais j'ai commencé dans le cinéma comme sur des gros films américains. Oui, Le jour le plus long. Charade, Stanley Donen, vous en avez fait, hein? Oui, donc j'en ai fait quelques-uns. Ou un film comme Paris-Boultil, vous voyez. Donc les grosses machines, je suis un peu grandi dedans. Donc je sais pas. Bon, on sait que c'est des grosses machines et on sait un peu comment ça fonctionne, quoi. Pour Claude Berry, j'imagine que ça devait être super important. Vous étiez toujours dans les clous. Toujours, oui. Non, j'ai jamais dépassé. J'aime pas trop les heures sup. Alors les semaines sup, encore moins, vous voyez. Non, je sais pas, il y a une gymnastique. Ouais. Il faut s'adapter complètement à la situation, il faut une certaine souplesse. Il faut aussi s'amuser avec ça. Mais il y a un problème, il faut s'amuser avec le problème. Il ne faut pas le grossir. Ouais, c'est ça. Il faut essayer, non pas d'engueuler quelqu'un, mais trouver la solution, vous voyez. Combien sont-ils? Une cinquantaine, environ. Et nous? Nous ne sommes que 500, noble César. Que 500? Dis-moi, Centurion, est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Et de la mienne, pas de la même occasion! Comment se passe le tournage de cette grosse production qui est le premier du nom et bon, le film est probablement le plus proche de l'univers de Goscinny Uderzo. Le film fait 9 millions d'entrées, je crois. Enfin, ça. Au début, le film devait se faire avec Auteuil, mais comme ça a été très long... Auteuil en Astérix. En Astérix. Oui, on a fait des essais avec Auteuil et Depardieu. Et puis Auteuil est parti sur un autre film, parce que ça traînait, là. On n'avait pas le feu vert. Voilà. Ça a été très compliqué, je crois, pour Claude Berry, pour trouver le financement du film. Et l'idée de Clavier, c'est votre idée ou c'est l'idée de Claude Berry? Je ne sais plus. Parce que le tandem est assez imparable, c'est-à-dire qu'il a marqué l'inconscient collectif. C'est le meilleur tandem possible, évidemment. Ça fait 15 jours, moi, que j'ai pas vu de Romain. Rien, pas une embuscade, rien. Bah, tu m'étonnes, ils veulent plus jouer avec nous, les Romains. Tu tapes trop fort, tu les humilies. Moi, je les humilie? Oui, réfléchis un peu. Voilà des gens qui ont détruit Carthage, conquis le monde entier les craint. Et un gros lard leur fait une raclée, c'est vexant. Un gros lard? Oui. Quel gros lard?
De qui tu parles, là? Qu'est-ce que vous pensez de toutes les suites Bon, alors, je mets le film de Chabat un peu à part parce que... voilà. Je les ai pas vus, les suites. Ah bon, vraiment? Voilà. Jamais? Comme ça me permet de ne pas répondre à la question. OK. Est-ce que vous avez des regrets, Monsieur Zidi, par rapport à certains films? Et est-ce que il y a des choses que vous n'avez pas fait et que vous auriez aimé faire? J'ai écrit un scénario, là. Eh bien, j'ai pas réussi à le monter. Ça s'appelait Le meilleur d'entre nous. Et c'était une comédie. Comme quoi les temps ont changé. Tout le système est différent, est très différent. Moi, heureusement, j'ai eu la chance de tomber sur une certaine époque où on téléphonait à un distributeur et on pouvait avoir une réponse assez rapide. Et actuellement, il faut quand même contacter un certain nombre d'organismes. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi. Parce que vous n'avez pas beaucoup insisté pour pouvoir le faire. Certainement. Ben oui, mais comme j'avais jamais insisté avant, je manquais de métier. Ça fait 20 ans, pratiquement 20 ans que vous n'avez plus fait de cinéma. Est-ce que ça vous manque? Par moments, quand je vois des films, je me dis, tiens, c'est pas mal de placer la caméra à cet endroit-là. Ah, c'est pas bête le plan qu'il a fait, là. Il y a des désirs de mise en scène. J'ai en mémoire une phrase des rois du gag qui dit, en fait, ça pourrait presque être un t-shirt vous concernant, c'est « Être con, c'est notre métier ». Vous êtes vraiment con. Hein. Bah ouais, c'est notre métier, non? Oh, oui, oui, d'accord, mais enfin, il y a con et con. Est-ce que c'est quelque chose que vous portez haut et fort? Cette insouciance, c'est-à-dire cette espèce de désinvolture, c'est-à-dire que rien n'a l'air très sérieux. Enfin, dans la vie, c'est un peu différent. Oui, bien sûr, mais... Justement, vous savez, le cinéma permet de vivre des choses qu'on ne vivrait pas, justement d'être différent. J'ai jamais étalé mes problèmes au cinéma. J'en ai comme tout le monde. Bien sûr. Vous voyez, j'ai jamais étalé mais c'est pas des films autobiographiques du tout. C'est des films de fantaisie, d'imagination. Mais donc vous faites vraiment une distinction entre forcément votre vie et les films. C'est vraiment quelque chose de... Non, les films c'est moi. Oui. Mais je peux pas être dans la vie comme mes films. Non, bien sûr. Voilà. Je regrette. Parce que on est tous plus ou moins doubles. Je sais pas, je suppose que un auteur de romans policiers qui raconte des crimes plus ou moins horribles, etc., n'est pas forcément un tueur dans la vie, oui. Mais il se régale. C'était un grand plaisir de vous rencontrer, Monsieur Zidi, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Merci.